Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Désormais, je te retrouve également le vendredi dans des épisodes spéciaux. Certains vendredis, je donne la parole à un expert pour revenir sur le sujet évoqué dans les témoignages du mardi pour te donner toutes les clés objectives face à une situation donnée. De temps à autre, je te proposerai également un nouveau format en solo dans lequel je mettrai en scène les articles du blog Prenons un café que j'avais créé en 2017. Aujourd'hui, je te propose une parole de pro qui vient compléter l'épisode 63 dans lequel Laetitia nous racontait son enfance sous le silence du viol et de l'inceste. Je reçois donc Maître Péan de Pampilly, avocat en droit de la famille et spécialisé en droit pénal. Depuis plus de 20 ans, Maître Péan de Pampilly défend les victimes de viols et d'agressions sexuelles de tous âges. Dans cet épisode, il nous donne quelques définitions légales et nous explique surtout pourquoi et comment porter plainte lorsque nous ou notre enfant est victime, quels sont les recours, bref, il nous explique comment il accompagne les victimes pour qu'elles deviennent, selon ses termes, de véritables guerrières. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Maître Péan de Pampilly, bienvenue sur Prenons un café. Vous êtes avocat ? Oui, je suis avocat depuis 1996. Je suis un banquier d'affaires reconverti et je fais principalement du droit pénal et du droit de la famille, c'est-à-dire le droit de la famille, divorce, séparation, autorité parentale, bref, tout ce qui a attrait à la famille. Et puis droit pénal, crime, meurtre, viol. Je fais du droit pénal un peu lourd. J'ai coutume de dire que mon quotidien, c'est les 3 S. Sang, sexe, souffrance. Donc voilà, ça résume assez bien ce que je pense du droit pénal. Et dans ce cadre-là, j'interviens assez régulièrement, pas exclusivement, mais régulièrement pour les femmes victimes de violences conjugales. Et ça nous rapproche de votre préoccupation et de votre podcast, puisque qui dit femme victime de violence dit en général enfant victime de violence. L'un va rarement sans l'autre, malheureusement. Donc voilà le cœur de mon quotidien. Il faut s'accrocher, quoi. Aujourd'hui, je vous ai demandé de participer à cette parole de pro pour revenir sur l'épisode qui est sorti donc ce mardi avec Laetitia qui nous raconte son histoire avec l'inceste. Aujourd'hui, on va parler des définitions légales et de ce qu'on peut faire par la justice contre l'inceste pour défendre les victimes. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous rappeler une définition légale de ce qu'est l'inceste ? Parce que là, on a parlé de ça, mais du viol et de la violence sexuelle. Avec un petit préalable, si vous en êtes d'accord. Bien sûr. En fait, moi-même, j'ai le réflexe de parler des victimes et j'aime pas ça parce que je me dis qu'il faut absolument qu'on change notre vocabulaire. De la même façon qu'un de vos podcasts parlait du fait que l'éducation, c'est pas juste crier fort et donner des gifles aux enfants. Et bien, défendre ces personnes-là, c'est se rappeler que c'est pas des victimes, mais des résistantes pour celles qui sont les plus douces, et puis des guerrières pour celles qui sont les plus dures. Mais voilà, c'est pas des victimes. Éventuellement, on peut dire des parties civiles, c'est le terme légal, mais en tout cas, moi-même, j'essaye de me corriger, de me dire non, c'est pas des victimes. Dans le côté victime, il y a quelque chose de fataliste et j'aime pas ça. C'est juste une... Oui, non, mais vous avez raison de préciser. C'est comme l'éducation bienveillante. C'est l'éducation, mais de temps en temps, ça fait du bien de se souvenir que ça doit être bienveillant. Alors, en fait, ce dont on parle, principalement, il y a 2 grandes catégories. C'est le viol et l'agression sexuelle. Ça peut ensuite s'affiner avec des choses qui sont les propositions sexuelles, la corruption de mineurs, le recours à la prostitution de mineurs, autant de sujets graves. Et c'est pas un classement d'importance, mais voilà, on va se contenter, si j'ose dire, en parlant d'un tel sujet, de rappeler les définitions de l'agression sexuelle et du viol. L'agression sexuelle, qui est un délit, alors un mot là-dessus avant de vous donner la définition. En France, les infractions sont classées en 3 catégories. La contravention, on la connaît tous ou presque, c'est le feu rouge qu'on a brûlé. Le délit, c'est un acte délictuel interdit, une bagarre, une agression sexuelle, des coups. Et enfin, la dernière strate, la plus grave, les crimes. Le viol est un crime. Donc la définition de ces infractions particulières, la première, le délit d'agression sexuelle, c'est un acte sexuel sans pénétration. C'est vraiment le b.a.-ba à retenir pour pouvoir s'expliquer avec les personnes qui viennent nous voir, qu'ils soient eux-mêmes concernés ou que ce soit les parents d'eux. C'est un acte sans pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace
surprise. On pourra redire un mot plus précis, mais violence, contrainte, menace, surprise. On imagine souvent que pour être victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, c'est réservé à, la jeune femme qui est dans un parking souterrain avec un agresseur qui lui saute dessus avec un couteau et qui lui impose de force des actes de nature sexuelle avec ou sans pénétration. En fait, pas du tout. La surprise, elle peut émaner du fait que c'est son professeur de danse, son professeur de judo, bref, l'adulte en qui elle a confiance et dont elle n'attend pas qu'il ait un comportement d'agression sexuelle ou de viol. C'est pour ça qu'on parle de surprise, qu'il faut faire attention à ne pas réduire la chose à ce fameux parking souterrain. Donc, première infraction, l'agression sexuelle. L'autre infraction, et encore une fois, pas plus grave, pas moins grave, différente, juridiquement différente, c'est le viol. J'allais dire facilement, on s'imagine que c'est donc un acte sexuel de pénétration, quel qu'il soit, avec violence, contrainte, menace, surprise. Je dis bien quel qu'il soit parce que il est des agresseurs comme des personnes victimes d'agression qui pensent qu'il faut forcément que ce soit un acte sexuel avec une pénétration complète. Le terme n'est pas très esthétique, mais de toute façon, les faits sont pas jolis. C'est comme ça qu'on le dit complet, ça veut dire l'intromission d'un sexe masculin en érection dans un sexe féminin, ou d'ailleurs dans l'anus pour un homme, c'est pareil. Et on se dit, il n'y a pas eu de pénétration complète, donc c'est pas un viol. C'est pas ça du tout. Ça peut être un crayon, un doigt, le début du sexe. Ce que je veux dire par là, c'est que la langue, c'est que dès qu'il y a une pénétration, quelle qu'elle soit, nous dit le texte, c'est un fait de viol. Donc voilà, sur les deux grandes définitions, voilà ce qu'on peut retenir. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la fellation est donc du coup considérée comme pénétration ? Oui. Il y a eu de la jurisprudence qui a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Aujourd'hui, retenons que oui, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. D'accord. Qu'elle soit pratiquée ou qu'elle soit, qu'on en soit l'auteur ou qu'on en soit la victime. Vous voyez, je dis que j'aime pas le terme, mais quelquefois on est obligé d'y revenir. Voilà, tout acte de nature sexuelle. Et moi, j'explique souvent aux petites filles parce que malheureusement, j'ai souvent dans mon bureau des petites filles. Si le monsieur a mis ses mains sur tes seins, ou sur tes fesses, ou sur, alors il faut trouver le terme qui va bien, ton sexe, ton kiki, ta pépette, enfin bref, on essaie de voir comment la gamine appelle ça, c'est un acte de nature sexuelle. Dans un deuxième temps seulement, on évoquera le fait qu'il y ait une pénétration ou pas, mais il ne faut pas faire peur trop vite, ça viendra largement suffisamment vite. Donc voilà pour les actes dont on parle. En gros, c'était la première idée de quoi il s'agit. Viol, agression sexuelle. Le deuxième point, d'une importance capitale que j'aurais tendance à dire, je veux que vous reteniez ou que vos auditeurs, auditrices retiennent, c'est que ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être l'objet, parce que quand on subit ça, on est un objet. Et c'est vraiment quelque chose, enfin en tout cas de ce que j'en vois, moi j'ai une expérience de praticien du droit, pas de personne qui a subi, mais j'en ai tellement accompagné, je sais pas, si je devais donner un chiffre, je dirais au moins 500, c'est sûr. Toutes ces personnes sont des objets sexuels pour l'agresseur. Et donc, ça peut arriver à tout le monde. J'ai noté sur le petit papier que j'ai devant moi que ça peut arriver aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux bébés. Alors, les gens disent, mais non, c'est pas possible, pas à ce point-là, pas des bébés. Si, quand on fait le boulot que je fais depuis le temps que je le fais, et qu'on me dit, c'est pas possible, moi, je vous dis, tout est possible. Une femme qui laisse de mourir de faim ses 2 enfants, c'est pas possible. Moi, je l'ai déjà vu. Une femme qui tue son mari, ses 2 enfants, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Une femme qui tue ses parents, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Et un bébé qui se fait violer, c'est pas possible, mais je l'ai déjà vu, et plus d'une fois, malheureusement. Donc, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, et j'ai envie de dire, ça arrive du fait d'un parfait inconnu. Je reprends l'image d'une violence extrême que j'évoquais tout à l'heure, du parking souterrain, avec ce type qui saute sur la conductrice qui vient récupérer sa voiture. Donc c'est un inconnu, c'est l'affaire d'un quart d'heure ou de 5 secondes, et on ne sait pas qui, ni pourquoi, ni comment. Mais ça arrive également du fait du frère, du père, du beau-père, du grand-père, de la mère, puisque je l'ai déjà vu aussi. Alors, majoritairement, dans 95% des cas, les affaires de délinquance sexuelle, c'est comme ça qu'on va prendre un terme générique pour le tout, sont le fait d'hommes plutôt que de femmes. Mais j'ai eu l'occasion, malheureusement, de connaître des deux. Donc ça arrive du fait aussi bien de l'inconnu que du proche, et c'est souvent du très proche d'ailleurs, que nous autres avocats qui faisons du pénal, on voit de tellement loin. Mes proches me disent que je suis cynique. Moi je dis toujours que quand un grand-père prend ses enfants sur les genoux, moi je sais pourquoi. Naturellement, tous les grands-pères ne sont pas des violeurs potentiels. Il y a des grands-pères qui sont des grands-pères comme ceux dont on a toujours rêvé et comme étaient les miens. Mais
quand on ouvre les yeux sur la réalité de tout ça, tout d'un coup, on le repère, cet oncle, ce cousin, ce copain, si gentil avec les enfants, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à accompagner à la piscine, en voiture, au scout, enfin bref, les exemples sont multiples et à l'infini. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça peut arriver de la part de très proches insoupçonnables, qui sont des gens parfaits, qui d'ailleurs, en général, sont des gens plus que sympas, y compris avec les enfants, qui ont ce petit je ne sais quoi qui fait qu'ils arrivent à capter la confiance de l'enfant et des parents naturellement. Je marque un temps d'arrêt parce que j'avais presque envie de dire quand il y a des parents, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de parents et c'est des proies encore plus faciles. L'autre chose qui me paraît important de retenir, c'est que si ça arrive dans tous les milieux, y compris le vôtre, y compris le mien. C'est pas réservé à une classe sociale particulière, qu'elle soit ultra favorisée ou ultra défavorisée, parce que on a vite fait d'imaginer, c'est beaucoup plus confortable, que c'est réservé aux familles intellectuellement, matériellement, socialement carencées, avec un beau-père ou un père défaillant, et que donc voilà, tout ça ne peut arriver que chez nos voisins, mais lointains, d'un milieu qui n'est pas le nôtre, puisque nous, on est mieux. Bien sûr que non. Ça arrive à tout le monde et dans tous les milieux. J'ai presque envie de dire que c'est plus facilement dénoncé dans des milieux socialement, appelons-les plus simples, et il n'y a rien d'injurieux dans ma bouche. Donc dans un milieu où les choses sont peut-être moins camouflées, moins travesties. Les gens qui ont de l'éducation vont parler en disant cet acte terrible, ce dérapage, cette chose affreuse qui est arrivée dans notre famille. Quelqu'un qui a moins de vernis intellectuel, mais qui pour autant a une intelligence tout à fait égale, mais qui est plus pratique, va mettre des mots plus simples. Donc on va arriver directement à l'essentiel, il a mis sa main sur son cul. Voilà, les choses sont clairement dites et c'est pas cet acte qu'on essaye de camoufler pour le rendre plus beau avec des mots. Donc c'est plus facile, me semble-t-il, de dénoncer ces faits dans un milieu qu'on va qualifier de plus simple pour les besoins de l'explication. Mais ça arrive tout autant dans tous les milieux. Petite pause, si j'ose dire, dans mon explication, parce que je pourrais parler sans m'arrêter pendant une heure, mais si vous avez des précisions ou des questions. C'est intéressant. Non, j'ai une question, puisque là, cette semaine, on a parlé d'inceste. À partir de quand l'acte est qualifié d'incestueux ? Alors, quand il y a un lien de parenté, tout bêtement. Que ce soit le frère, le parent. Alors, l'inceste tel qu'on le décrit d'habitude, c'est du père sur la... Allez, on va prendre un raccourci, mais enfin, c'est beaucoup plus souvent d'un adulte homme sur une mineure petite fille. J'ai toujours envie de dire des petites filles, parce que d'abord on parle d'inceste, et donc ça va concerner plus facilement, plus fréquemment un mineur, et puis que j'ai l'impression que celui qui commet ces actes les commet en considérant que l'autre est une petite chose. Petite, c'est pour ça que je parle de petite fille, et chose parce qu'il va faire passer son plaisir, son envie, avant de considérer qu'il a en face de lui un enfant, un être humain. Donc voilà pour l'idée d'inceste. D'accord. Le plus grand fléau, au-delà de l'acte qui est commis sur l'inceste, c'est le silence, parce que les victimes sont souvent réduites au silence par les agresseurs. Les victimes, les guerrières, ou la façon dont vous les avez appelées était très bien. Mais au bout d'un moment, parfois, certaines personnes ont envie de déposer plainte. Vous m'avez soulevé en off la question de pourquoi déposer plainte. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, de nous entendre tous les deux hésiter et buter sur le mot victime, ouais. Je me dis qu'en fait, quand elles arrivent dans mon bureau, chez le psychologue, chez le médecin, chez le policier, enfin bref, chez celui à qui elles vont révéler les choses, on pourrait peut-être bien considérer que oui, c'est des victimes. Ce sont des victimes, pardon. Et l'objectif, c'est qu'à la sortie de tout ça, on va en faire, ou on va les aider à révéler la guerrière ou la résistante. Donc ça va nous permettre comme ça de dire victime sans se sentir coupable de quoi que ce soit, mais surtout de dire que peut-être que tout ce qu'on évoque là, cette plainte et ce pourquoi et ce comment, va permettre d'arriver à quelque chose de positif. Alors la question pourquoi déposer plainte, j'ai une certitude absolue en la matière. Alors c'est bien beau d'avoir des grandes certitudes, je suis tout prêt à les remettre en cause, mais on va plutôt dire une pratique m'a permis de constater que ça ressortait toujours. Je n'ai pas un dossier où les faits, alors forcément s'ils sont arrivés devant moi, mais sont arrivés parce qu'à un moment ou un autre, par un biais ou par un autre, ça a éclaté. Et donc, les gens sont venus me voir contraints ou forcés ou de leur propre initiative. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les dossiers, j'ai toujours vu des silences qui faisaient beaucoup plus de mal que de bien. Ça, c'est la première raison. Si ça devait être une incitation comme une autre, c'est que ça va ressortir. Maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. D'ailleurs, je m'aperçois que ça ressort soit assez vite, soit le jour où ces petites filles sont en passe de devenir des femmes. Et alors là, la déflagration des femmes, des mères, je veux dire. Mères, oui. Soit parce qu'elles deviennent des femmes et que donc elles vont aborder la sexualité et que ça va poser des problèmes importants, graves, lourds. Soit parce qu'elles ont réussi à enterrer tout ça tellement profond que le passage de la
petite fille à la femme s'est fait sans trop de casse apparente, mais que le jour où elles deviennent mères, tout d'un coup, ça prend une autre dimension naturellement, puisqu'elles ont peur que ça se reproduise. Enfin, j'imagine que c'est comme ça, étant moi-même mère. Et voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi déposer plainte ? Parce qu'il faut chasser la honte. Absolument, définitivement. Ces victimes, ces futures guerrières, n'ont pas à avoir honte. N'ont absolument pas à avoir honte. Vous savez, vous ne savez pas, mais je vous l'apprends, qu'on peut, dans ces types d'affaires, solliciter du tribunal ce qu'on appelle le huis clos. Alors, c'est de droit pour un mineur, c'est même obligatoire. Une audience mettant en cause mettant en cause des mineurs, ce sera un huis clos. Mais quand les victimes sont majeures ou mineures, et non pas de mise en cause, on peut demander le huis clos. Et on l'obtient très facilement. C'est un droit pour la partie civile. Et moi, je milite pas mal, pour autant que ce soit faisable naturellement pour la partie civile, pour qu'il n'y ait pas ce huis clos, parce que moi je dis toujours aux gamines ou aux gamins, c'est pas à vous d'avoir honte, c'est à lui, c'est à l'agresseur, c'est à ce type-là qu'on va regarder droit dans les yeux en disant voilà, j'ai plus peur. Donc ça c'est une bonne raison de déposer plainte, chasser la honte dans le droit fil de cette idée. Il faut aussi chasser la peur. Alors j'imagine, parce que j'ai envie de dire Dieu merci, pour autant que Dieu ait quelque chose à voir avec ça et pour autant qu'il existe, mais on va faire un autre podcast là-dessus. On y reviendra, oui, plus tard. Mais quand on fait ce métier, au bout d'un moment, voilà, on se pose plein de questions sur tout. Bref, j'ai pas été victime, donc je sais pas ce que c'est que cette peur. Par contre, je l'ai vu tellement de fois que je peux vous dire que la peur a un goût et une odeur. Le goût des larmes et l'odeur de la peur. Il y a vraiment une odeur quand on rentre dans les geôles, dans les gardes à vue, dans les confrontations avec une victime. Et donc, il faut les aider à chasser cette peur. Alors moi, le truc que je leur donne, c'est de leur dire, regardez-le dans les yeux, ou regardez-la, mais c'est plus souvent regardez-le dans les yeux, et faites semblant de ne pas avoir peur. Au bout d'un moment, vous allez finir par y croire. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit, quand on est triste, il faut faire semblant de rire, et au bout d'un moment, on finit par rigoler. Fake it until you make it. Ouais. Dans entrepreneuriat, on en parle aussi pas mal. Bon, ben voilà, donc visiblement, ça marche dans tous les domaines. Mais pour la peur, je leur dis, faites semblant. Il ne sait pas que vous n'avez pas peur. Donc voilà. Et puis, la dernière raison qui milite pour le fait de déposer plainte, c'est qu'il faut chasser également la culpabilité. J'essaie toujours de mettre des pourcentages, mais enfin, en tout cas, la majorité des jeunes victimes, puisqu'elles le sont encore à ce stade que je vois, elles sont effroyablement coupables. Alors, je comprends, parce qu'on aborde un sujet, la sexualité. Pour illustrer mon propos, je vais vous dire ce que je dis souvent devant la cour d'assises. Parlez-moi de votre dernière expérience sexuelle heureuse. Et donc les gens se disent tous quand je pose la question, mais enfin non, c'est un truc confidentiel, intime, j'ai aucune envie de parler de ce qui s'est passé dans ma chambre à coucher et plus encore avec un parfait inconnu. Pourtant c'est ce qu'on demande aux victimes. Parlez-nous de votre dernière expérience sexuelle non désirée, qui n'est pas heureuse, et avec toujours ce soupçon de, quand même, si elle en est arrivée là, c'est peut-être bien qu'elle a un peu cherché. C'est tout de même pas arrivé par hasard, il n'y a pas de fumée sans feu, elle l'a peut-être allumé, etc., etc. Donc les victimes sont coupables de ne pas avoir résisté, de ne pas avoir dit non, d'avoir eu un comportement que la société qualifie rapidement de provoquant, ce qui est faux, je m'empresse de le dire. Une gamine de 7 ans ne provoque pas, et de 14 ans ou de 20 ans d'ailleurs non plus. Donc il faut chasser la culpabilité, donc je ramasse toutes mes idées en une seule, c'est chasser la honte, chasser la peur et chasser la culpabilité, c'est super important. Il y a une troisième raison, en tout cas j'en vois une troisième parce qu'il y en a sûrement 1000, c'est que c'est légalement obligatoire pour un mineur. Et ça, faut qu'on le rappelle, et qu'on le rappelle encore, et qu'on le rappelle encore. Je vous le disais tout à l'heure, là, avant qu'on commence vraiment, la non-dénonciation des faits d'agression sexuelle, ou que ce soit un délit ou un crime, c'est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Donc vous avez connaissance du fait que l'entraîneur de foot est un peu trop tactile, voire carrément trop tactile, et qu'il commet ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Mais c'est un collègue, alors on va pas faire d'histoire, on va pas en parler, c'est punissable. De la même façon que tout fonctionnaire qui a connaissance de délits ou de crimes doit les dénoncer. Donc j'allais dire, il y a l'obligation morale, naturellement, à mon sens, de dénoncer des faits d'agression ou des faits de délinquance sexuelle, mais une obligation légale. Et si on ne le fait pas, ça peut avoir des vraies difficultés. C'est souvent d'ailleurs par ce biais-là qu'on arrive à convaincre les mères quand l'auteur est le père ou le beau-père, ou le frère, enfin un très très proche, dont elles nous disent « oui, mais c'est le père des enfants, ça va mettre tout ça en péril ». Et moi, je leur dis, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver devant le tribunal, et en plus, on va placer vos enfants, puisqu'on considérera que vous n'avez pas su les protéger. Alors, facile à dire, vous me direz, mais n'empêche que ça vaut le coup de le rappeler. La dénonciation de ces faits est une obligation légale. C'est pas juste une question de morale ou de règle, ou de ça se fait pas, c'est obligatoire. Donc voilà un peu pour essayer de répondre à la question de est-ce qu'il faut déposer plainte ou pas. On n'a pas le choix. C'est-à-dire en tant qu'adulte responsable, il me semble qu'on n'a pas le choix, mais ça c'est
de l'ordre de la moralité, en tant que juriste et d'avocat, je vous le dis, vous n'avez pas le choix. Légalement, vous devez déposer plainte, qui que ce soit. En tant que témoin, on est obligé mais en tant que victime, on n'est pas obligé de le faire. Bien sûr, la victime, oui, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, la victime n'est en rien tenue de... C'est marrant ce que vous dites, c'est intéressant, parce que moi, j'arrête pas de leur dire aux gamines. Encore une fois, j'emploie le terme gamine, il ne faut pas que ce soit réducteur. J'ai autant d'enfants garçons que d'enfants filles. Mais j'arrête pas de leur dire à ces jeunes, quand ils disent « mais est-ce que je vais devoir témoigner ?» Je leur dis toujours « si tu veux, tu n'es pas obligé, tu es considéré comme partie civile, donc si tu n'as pas envie, personne ne t'obligera à rien. Si tu veux pas venir au procès, tu viens pas. Si tu veux pas de confrontation, tu n'es pas obligé. Si tu veux écrire plutôt que d'être entendu oralement, tu peux. » Enfin bref, oui, la victime n'a aucune obligation. Et d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, quand elle vient me voir, alors si elle est jeune, c'est souvent amené par ses parents, et que cette victime me dit « je ne veux pas dénoncer les faits », moi je ne les dénoncerai pas. Notre entretien est confidentiel. Même si les parents insistent et tout, alors c'est une position qui m'est personnelle, mais moi je dis si le jeune mineur ne veut pas le faire, je suis son avocat, pas celui de ses parents, et je le protégerai envers et contre tout, y compris contre ses parents. De façon générale, on les amène sans trop de difficulté à comprendre l'intérêt de déposer plainte. Mais il ne faut pas leur forcer la main, c'est ça que je veux dire. On leur a déjà forcé le corps, si vous me permettez l'expression un peu bizarre, mais on ne va pas leur forcer l'âme en plus, quoi. Si la victime... Oui, après la victime, on sait qu'à la fin, on aura fait une guerrière. Si la victime est mineure, au moment où elle a envie de déposer plainte, est-ce qu'elle est obligée de le faire en présence de ses parents ? Non, pas du tout. On peut être l'avocat d'une victime mineure. Dans ces cas-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va saisir un juge d'instruction, ou enfin, on va déposer une plainte, et on pourra évoquer tout à l'heure différentes méthodes de dépôt de plainte, mais on peut solliciter de l'État, prenons le terme générique, de l'autorité judiciaire, la nomination de ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. C'est souvent le rôle dévolu à des associations et qui ont pour objectif de représenter civilement et pénalement, c'est de représenter dans les actes le mineur dont le parent ou les parents seraient défaillants. Et donc voilà, pas besoin des parents, heureusement, hein, parce que dans nombre de cas, l'auteur principal c'est le père, et l'auteur, appelons-le secondaire, ou par complicité, ou par peur, je sais pas, toutes les cas de figure sont possibles, c'est la mère. Donc voilà, le conseil général par exemple est souvent nommé administrateur ad hoc, mais pas que, il y a des associations aussi qui font ça. D'accord. J'en profite pour rebondir sur ce fait-là que souvent les agresseurs sont les parents dans les cas de violences sexuelles avec inceste. Comment on fait si par exemple une mère se rend compte que son mari, son ex-mari est agresseur de son enfant, pour le protéger légalement, et que cette personne a l'autorité parentale? Est-ce qu'on peut protéger l'enfant victime? C'est juridiquement très compliqué. Alors, j'ai envie de dire, la première réponse, elle est un peu brute, elle mérite naturellement d'être nuancée, mais j'ai envie de dire, la première chose qu'elle fait, elle prend le gamin sous les bras, ou dans les bras, et elle se barre tout de suite. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est compliqué. Oui, c'est effroyablement compliqué, mais de ne pas protéger son enfant, ça doit être aussi encore pire. Donc, elle s'en va. Et on s'en fout de savoir si légalement elle a le droit, pas le droit, si l'autorité parentale l'empêche de... Peu importe. Si on a la conviction que cet enfant est victime de quelque chose, on va le mettre à l'abri. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et on ne cède pas à la pression de « tu n'as pas le droit ». Si, quand on doit protéger un enfant, on a tous les droits, y compris de se mettre juridiquement en tort, j'ai envie de dire. Je pense aux dossiers dans lesquels des parents sont divorcés, où l'autorité parentale est conjointe et où le père a un droit de visite. La mère qui ne remet pas l'enfant se rend coupable de non-présentation d'enfant. Sauf que si elle ne remet pas l'enfant parce qu'elle a le sentiment que le père a été un père déviant, incestueux, bref, un agresseur, eh bien, il ne faut pas qu'elle le remette, et peu importe si c'est une non-présentation d'enfant. Le jour où la justice aura tranché de tout ça, on fera le bilan et on dira, bah oui, elle s'est mise dans son tort, mais parce qu'elle avait une raison valable de le faire, et donc la non-présentation ne tiendra pas. Puis même si elle se tient, peu importe. Donc la première chose, c'est de mettre cet enfant à l'abri. La deuxième chose, c'est d'en avertir l'autorité judiciaire. Pour montrer qu'on ne fait pas ça dans le dos de l'autorité du père ou de la mère, du conjoint ou du beau-père ou de l'oncle, mais qu'on le fait en parfaite transparence vis-à-vis de la justice. Et on va faire ce qu'on évoquait tout à l'heure, au minimum une main courante, ou mieux encore, une plainte. Si on n'est pas en capacité de le faire, parce que d'aller déposer une plainte, c'est un véritable chemin de croix, on en dira 2 mots après. On va voir un avocat. Alors, vous me dire, je prêche pour ma paroisse. Non, parce que c'est pas un boulot. C'est pas la partie sympa du boulot. Il y a des contentieux bien plus sympathiques. Je fais des expertises pour les chevaux parce que je suis cavalier. Voilà, j'ai pas d'état d'âme. Quand je reçois la mère d'une gamine de 7 ans qui me raconte que sa fille dit qu'elle a très mal au cucu parce qu'il a mis son bâton dedans, ça me fait jamais. Enfin, on se dit jamais chouette une nouvelle affaire. Et en tout cas pas moi. Et je connais pas d'avocat que ça fasse
à qui ça fasse plaisir. Donc, si on ne se sent pas d'aller déposer cette plainte qui est compliquée, on peut aller voir un avocat. C'est un bon intermédiaire qui, lui, va prévenir immédiatement le procureur de la République, le parquet mineur, etc., etc. Bref, on va l'accompagner dans ces démarches. Et ensuite, on va lui dire que pour répondre à votre question, comment protéger l'enfant et la mère, finalement, ou le père, enfin en tout cas le parent référent, on va avoir une double démarche, et une triple démarche. Une démarche purement pénale, dépôt de plainte. On dénonce les faits délictueux ou criminels qui ont été commis. Une deuxième démarche, toujours judiciaire, qui va être de saisir en urgence le juge pour enfants. Le juge pour enfants, c'est le juge qui est saisi en cas de danger pour l'enfant. Ça va permettre de prendre des mesures plus rapides, quelquefois, que la plainte qui va être longue à instruire. Et troisième démarche, qui va être la plus compliquée, on va saisir le juge des affaires familiales. Je vous dis la plus compliquée parce que le juge des affaires familiales, c'est un juge civiliste, qui donc va commencer par vous dire quels sont vos éléments de preuve. Heureusement, parce que si à chaque fois qu'il y a une dénonciation, on disait, bon bah ok, une mère a dénoncé un comportement incestueux, en tout cas qu'elle qualifie comme tel contre un père, on lui supprime son droit de visite, ça deviendrait non plus une nécessaire protection de l'enfant, mais un instrument dans des mains qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est effroyablement compliqué, parce que le juge civil va nous demander des preuves qu'on n'a pas encore. Donc voilà, enfin bon, on pourrait en parler pendant longtemps, parce que techniquement c'est compliqué, mais c'est les trois grandes phase à mettre en œuvre, on va dire. D'accord. On a parlé du pourquoi porter plainte. Maintenant, on va parler du comment porter plainte quand on a pris la décision de le faire. La chose que je pense qu'on peut faire en petit préalable, c'est peut-être, je le vois de temps en temps dans les dossiers, finalement j'ai fini par me convaincre que c'était une bonne idée, d'emmener l'enfant voir un tiers, un professionnel, d'aller tout simplement à la PMI ou d'appeler le conseil général et pour avoir un rendez-vous avec une psychologue. Si on ne trouve pas, on peut demander une psychologue de ville et si on ne trouve pas, les services de police mettent à disposition, enfin en tout cas permettent le concours d'un psychologue. Mais j'ai déjà vu des dossiers dans lesquels la mère, parce que c'était la mère dans les dossiers auxquels je pense, c'est pas précipité pour mettre en œuvre la procédure judiciaire, mais c'est précipité pour demander à un professionnel si elle avait bien compris les choses. Sans pour autant que ce soit elle qui... Parce que vous prenez une gamine de 6 ans, nous avons tous les deux des enfants, vos auditeurs, j'imagine, pour certains en ont, ou en tout cas ont déjà croisé un enfant une fois dans leur vie. Vous prenez une gamine ou un gamin de 6 ans, vous lui répétez 15 fois « papa est méchant », il a touché à ta pépette, papa est méchant, ou tu dois avoir mal, mais dis donc, t'es bien rouge. Et ben c'est bon, au bout de 2 jours, le gamin, enfin moi, confiez-moi un enfant 6 mois, à part les miens, avec lesquels rien ne marche, mais pour ce qui est des rangements des chambres et de desservir la machine. Voilà, sur des sujets gravissimes comme ça, on peut embarquer un enfant super facilement. D'aller voir ce tiers, moi j'ai trouvé que c'était des solutions intéressantes, parce que d'abord ça permet de faire un pas de côté pour l'adulte, et de se dire, bon, il n'y a pas que moi, je suis pas en train... Parce que ça doit être terrible pour un père ou une mère de dire, donc celui avec lequel... Si on part de l'idée qu'on parle d'un enfant victime de son père, d'accord, celui avec lequel j'ai eu suffisamment de choses en commun, ou en tout cas j'ai fait une chose tellement importante qui est d'avoir un enfant, est un monstre. Parce que c'est un peu comme ça que le vocable de base, c'est un monstre. On pourrait dire beaucoup sur ces auteurs, puisque je les défends également, donc ça n'est pas que des monstres, mais voilà, aujourd'hui on ne s'occupe pas d'eux. Et donc de se dire ça doit être très compliqué. Et pour se rassurer, d'aller voir ce psychologue permet de faire le pas de côté et de dire... Bon, donc il n'y a pas que moi qui ai ce sentiment. Enfin, j'ai pas entendu les choses que j'avais envie ou peur d'entendre ou qui me sont utiles pour dire l'autre est un salaud et j'ai bien fait de le virer de ma vie. Il y a un tiers professionnel qui a les mots qu'il faut et qui visiblement me fait le même retour. Donc on peut continuer la démarche. Je pense que c'est pas mal. C'est très pragmatique, quoi. Alors après, comment on peut déposer plainte concrètement en allant voir les services de police ou, deuxième possibilité, en saisissant le procureur de la République. Encore faut-il savoir comment on fait. C'est là que je reviens à l'idée de l'avocat qui n'est pas obligatoire. On n'a pas besoin d'avocat pour déposer une plainte. C'est quand même nettement plus facile. Et puis troisième possibilité, en saisissant le doyen des juges d'instruction. En saisissant un juge directement pour faire simple. D'accord ? La difficulté de saisir les services de police, c'est que on peut le souhaiter, et on peut vous le souhaiter, vous n'avez pas, vous qui en avez besoin, l'habitude des services de police. Donc vous ne savez pas qu'il existe un service dédié, et vous n'avez pas son numéro, et vous ne connaissez pas le commandant machin qui s'occupe de la brigade des mineurs, donc vous allez faire comme tout le monde, vous allez aller à l'accueil du commissariat. Il se trouve que j'étais de permanence de garde à vue ce week-end, que moi qui suis avocat, qui ai l'habitude, qui vient sur demande d'un flic, j'ai passé à attendre devant la porte du commissariat, puisque nous étions samedi matin quand j'y suis allé, et que les portes sont plus en libre accès, j'ai passé 25 minutes à attendre devant la porte. Seul, sans enfant dans les bras, sans inquiétude, il faisait beau, j'avais que ça à faire, et je ne suis pas inquiet d'être devant un commissariat. Une fois que j'ai pu rentrer dans le SAS, j'ai ensuite attendu 3 quarts d'heure que le chargé d'accueil puisse m'accueillir, parce qu'il était,
C'était une femme, elle était toute seule et qui avait des plaintes dans tous les sens. Je suis pas sûr que si j'avais été parent d'un gamin, que je sois venu pour dénoncer mon conjoint, j'aurais pas craqué en cours de route. Et si en plus j'avais l'enfant avec moi dans les bras, est-ce que l'enfant aurait pas craqué avant? Enfin bref, ça se serait transformé en carnage. Si vous venez me voir, moi, avocat, d'abord je vais vous demander des millions de dollars, parce que vous serez dans une situation où tout est possible. Mais surtout, moi j'ai le numéro de la brigade des mineurs. Et je vais leur dire, j'ai devant moi une jeune victime qu'il faut recevoir rapidement. Est-ce qu'on peut lui fixer un rendez-vous? Et la brigade des mineurs sont des gens spécialisés, très intentionnés, au taquet. Enfin, ils sont vraiment... Il y a des avocats anti-flics. Moi, je suis un avocat pro-professionnel. Et ces pros-là, c'est des gens pleins de bienveillance et ils vont nous filer un rendez-vous à heure fixe dans leurs locaux où on ne va pas faire le poireau pendant 2 heures et où, dans la foulée, la personne pourra aller voir le psychologue des services de police ou au moins avoir un rendez-vous. Donc voilà, enfin, tout à l'heure, on évoquait l'intérêt ou pas l'intérêt de prendre un avocat ou en tout cas, on en reparlera à un moment ou à un autre. Si, faites-le. Prenez un avocat qui a l'habitude. Ça va être, on va simplifier le truc. On peut également, si par exemple l'auteur mis en cause est un policier, ce qui m'arrive aussi bien sûr, ça peut être un avocat, un juge, un policier. Et si on n'a pas envie d'aller dans un commissariat de police, on peut saisir directement le procureur de la République. Là aussi, j'ai le numéro du procureur de la République, enfin pas son numéro perso, mais je peux aller au palais, saisir le procureur de permanence à la section mineure. Donc là aussi des gens spécialisés qui vont mettre en route la machine, nous obtenir un rendez-vous avec le service dédié auprès de la police nationale section mineure. Donc on va pouvoir là aussi faciliter le parcours de plainte de beaucoup. Et on peut saisir directement un juge. Alors si on veut saisir un juge sur un délit, donc vous vous souvenez que tout à l'heure on a parlé contravention, délit, crime. Le délit c'est le milieu, c'est super grave mais pas super grave. Dans ces cas-là, on doit déposer une plainte, puis s'il n'y a pas de réponse pendant 1 mois, à ce moment-là, on peut saisir un juge. En matière de crime, il n'y a pas de délai. On peut saisir un juge tout de suite. Mais là, autant vous dire que c'est évidemment un avocat qui s'en occupe. Pourquoi je vous mentionne ça ? C'est pas par plaisir de la technicité, encore que ça me permette de briller, mais c'est surtout parce qu'il est des fois où les gens ont fait ce parcours qu'on vient de décrire, saisine de la police, audition, etc., et où le dossier est classé sans suite. Un dossier classé sans suite, on considère que l'infraction, le viol par exemple, est insuffisamment caractérisé. Oui, il s'est passé un truc, mais alors c'est une expression que je déteste, mais c'était du touche-pipi, mais c'est des jeux entre enfants, mais il n'y a pas de gravité, c'est des gamins à problème, alors bon, on va pas en faire une histoire, et donc bing, c'est classé sans suite. C'est classé sans suite pour des raisons de pure opportunité, parce que les services sont totalement débordés, mais pour autant, il y a des parents, et j'en reçois vraiment souvent, et même peut-être de plus en plus souvent, qui disent non, nous, on ne veut pas que ce soit classé sans suite. Et donc, on peut soit demander à ce que le classement sans suite soit revu par le procureur, mais c'est pareil, les délais sont dingues, et puis la charge de boulot des parquetiers qui bossent comme des dératés, il faut vraiment en être conscient. Un procureur de permanence, il a au moins 3 portables sur son bureau qui sonnent tout le temps. Donc quelquefois, une info peut passer à travers les mailles. Et notre boulot à nous, avocats, c'est justement de le revoir ou de voir directement le juge en disant non, on ne veut pas que ça passe à travers les mailles, regardez, il y a tel problème. Et donc, si c'est ça qu'on veut faire sur des faits de viol, on peut saisir, ou de délit d'ailleurs, on peut saisir le juge directement. À l'origine, c'était pour éviter que certaines catégories, je ne sais pas moi, des gens influents, riches, politiquement importants, puissent faire classer sans suite quelque chose. Et on pouvait saisir le juge. Mais ça marche également pour des victimes de la délinquance du quotidien. Enfin, j'appelle ça comme ça, parce que les viols, ça peut arriver à tout le monde tout le temps. Voilà pour le parcours. Donc, c'est vraiment un parcours long, compliqué. Quand la question suivante, en général, en tout cas, c'est, je présente ça comme une question, comme ça me permet de donner mon point de vue, c'est combien de temps ça prend, et c'est long, c'est super long, c'est super long. Entre le moment où on dépose plainte et le moment où il va se passer quelque chose, c'est 1 an, facile. Entre le moment où on dénonce les faits et le moment où la personne va être jugée, c'est 2, 3, 4 ans. Moi, j'ai des dossiers qui sont comme ça. J'ai en mémoire le dossier d'une petite gamine qui a déposé plainte en 2016. Il ne s'est rien passé du tout après sa plainte. Les faits de viol étaient commis sur sa personne par le mari de sa sœur. Donc, on savait qui, quand, comment. La famille entière est au courant. Il ne s'est rien passé. J'ai dû déposer une plainte entre les mains d'un juge. Il s'est à nouveau passé 2 ans. Parce que tout le monde est débordé. Il n'y a pas de mauvaise volonté individuelle. Il y a un système qui est débordé, qui est sous pression, qui n'a pas assez de juges, pas assez de procs, pas assez de... Bref, et trop de victimes. Donc c'est très long, et c'est important parce que ça veut dire qu'il faut que les victimes ou les accompagnants
Et c'est le premier moment où elles vont devoir devenir des combattantes. Tiens, voilà, c'est là. C'est exactement là. C'est que non seulement elles ont dénoncé ce qui n'est pas facile. Hein. On repense à la petite question de tout à l'heure. Parlez-moi de votre première expérience heureuse. Donc, de parler de cette expérience qui n'est ni heureuse, malheureusement, quelquefois, ni la première, c'est terrible. Il va falloir aussi apprivoiser le temps. Et moi, je leur dis, vous allez avoir un moment ou un autre l'impression que tout le monde s'en moque éperdument, que personne n'en a rien à foutre de votre histoire. Alors, j'ai la prétention de leur dire en général qu'il y a au moins 2 personnes qui ne s'en moquent pas, c'est elle, et c'est la plus importante. C'est ensuite l'adulte qui les accompagne s'il est là, le père, la mère ou les deux, et ensuite qu'il y a leur avocat. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de ne pas prendre un dossier comme ça pour le foutre dans un coin. Quoi. Je dis toujours aux collaborateurs qui bossent avec moi, on n'est sans doute pas les plus brillants des avocats du monde, par contre, on peut être les plus travailleurs et les plus hargneux et jamais lâcher. On ne lâche pas nos victimes, on les accompagne. Et on relance 1 fois, 2 fois, 100 fois. C'est ça, un de nos jobs, c'est ça. D'aller voir le juge, de lui dire, vous ne nous oubliez pas. Bien sûr qu'il ne nous oublie pas, le juge, mais si on va le voir 10 fois, c'est comme nos enfants. Enfin, moi, quand il me demande 15 fois s'il peut regarder mon téléphone, la 15e fois, j'ai tendance à dire oui. C'est une erreur, je le sais. Mais ça marche, un juge, oui, mais ça marche. Et donc, ça marche aussi pour un juge. Je suis convaincu qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon, l'autre, de toute façon, il ne va pas nous lâcher, donc on va prendre le temps qu'il faut, et finalement, ils sont contents. Enfin, les juges, je crois, apprécient que les avocats soutiennent pour de vrai et pas juste en passant. Quoi. Ouais. On a parlé du délai. Il y a aussi un coût qui peut poser question. Quel est-il le coût pour une victime qui veut porter plainte ? Il y a un mécanisme qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est donc une possibilité d'être pris en charge, que les honoraires de l'avocat soient pris en charge par l'État. Pour ça, il y a des ressources minimum et maximum qui sont prises en compte et qui permettent que la procédure soit entièrement prise en charge par l'État ou partiellement à hauteur de 50%, 80%, 10%. La difficulté, quand on veut bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est que c'est non pas rémunéré, mais indemnisé. Je vous donne un exemple. J'ai dû accompagner 2 enfants dans le cadre d'une affaire criminelle. Les faits se passaient à Bobigny et les enfants étaient placés à Lille. Le trajet Lille-Bobigny que j'ai fait 4 fois, dont 1 fois de nuit pour faire une reconstitution, m'a coûté beaucoup plus cher, puisque je paye ma voiture, mon essence, mon péage, beaucoup plus cher que ce que m'indemnise l'État. Donc en matière d'instruction, par exemple, pour des faits de crime, l'aide juridictionnelle, si la personne y a droit, me rapportera moins que ce que je dépenserai. Donc c'est une difficulté. Pour autant, il y a des cas où on décide de le faire. Là, ces 2 gamins, j'avais décidé que je le faisais en parfaite connaissance de cause, mais ça peut limiter l'envie de certains avocats de prendre en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Ça, c'est pour le cas où la notion de plafond et de plancher, bref, de revenu minimum, peut jouer. En matière de crime, puisqu'on a évoqué délit, agression sexuelle, crime, viol, il n'y a pas de condition de ressources pour la partie civile. La victime ouvre droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. Que ses parents, si on part du principe que ses parents soient très pauvres, très riches, peu importe, ça ouvre droit à l'aide juridictionnelle. Mais se repose la question du choix de l'avocat. Moi, j'ai une politique là-dessus qui est de dire je prends certains dossiers au titre de l'aide juridictionnelle parce qu'un mineur isolé, un mineur, je sais pas quoi, qui a mis en cause son père et dont la mère refuse catégoriquement de l'aider, d'accepter la chose et qui dit non, elle a menti, de toute façon elle l'a toujours cherché, ou je sais pas, je pense à un dossier d'une femme qui est partie, femme de médecin, c'est presque de la caricature, donc qui vit dans un environnement extrêmement privilégié et qui du jour au lendemain est partie avec un auteur présumé, puisqu'ils sont toujours présumés avant d'être un jour peut-être coupables, a joué la carte bleue. Il a dit, puisque c'est ça, la voiture finie, la carte bleue finie, le logement fini, donc ça se retrouve dans une merde innommable, et dans ces cas-là, je prends. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Et moi, j'ai une secrétaire à payer, une collaboratrice à payer, des locaux, enfin bref, comme tout le monde. Et donc, j'en prends un nombre limité. Et moi, je rêverais d'être avocat fonctionnaire, de dire allez-y, venez, je m'en fiche, c'est pas moi qui paye. De la même façon qu'il y a un procureur qui n'a à se préoccuper que des poursuites et un juge qui n'a à se préoccuper que d'instruire, moi, je voudrais bien ne me préoccuper que de défendre. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les conditions de rémunération de l'aide juridictionnelle sont ridicules, sont scandaleuses et permettent pas de faire tout ce qu'on veut. Il y a une autre possibilité qui est de prendre des honoraires. Chaque avocat fait ses honoraires en fonction de ce qu'il veut. À titre d'exemple, parce que moi je suis transparent là-dessus, dans mon cabinet, l'honoraire il est de 196 € TTC, hors taxe, pardon. Donc de 134 TTC. Et combien de temps ça peut durer ? J'en sais rien. C'est un honoraire horaire. Vous trouverez moins cher, vous trouverez plus cher. Méfiez-vous dans les 2 cas. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle des honoraires de résultat. C'est-à-dire, il y a une partie d'honoraires fixe. Et puis ensuite, quand on obtient des dommages et intérêts, moi, je trouve que c'est une bonne méthode. On convient d'un honoraire de résultat. Un pourcentage de ce qu'on a récupéré
qui va être perçu au titre d'honoraire. C'est une bonne méthode, tout le monde s'y retrouve. J'aime pas dire ça, mais alors les gens quelquefois disent oui, mais on veut pas de dommages et intérêts. Alors je leur dis, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser quand même à en demander. D'abord, c'est que l'avocat coûte des sous, donc c'est bien gentil de dire on veut pas de dommages et intérêts, mais enfin il va falloir me payer. Donc moi, vu que je vais pas bosser gratuitement, ça peut servir à ça. Puis qu'ensuite, et c'est souvent un argument que les gens entendent bien parce qu'il est terriblement vrai, vous allez peut-être devoir prendre un psychologue. Alors oui, vous pouvez aller au CMP, demander un rendez-vous gratuit, vous l'aurez éventuellement dans 6-8 mois, parce que là aussi les structures sont débordées, ou bien vous allez prendre quelqu'un qui vous a été conseillé. Moi, je bosse avec 2 ou 3 psychologues qui sont spécialisés et qui sont libérales, donc voilà, il y a des honoraires à payer. Moi, je trouve que les dommages et intérêts, ça peut servir à ça, ou vous allez par exemple aider l'association avec laquelle moi je travaille beaucoup, qui ne vit que de dons, et dire on veut pas de cet argent-là parce qu'il nous brûle les doigts, mais par contre on va le donner pour faire avancer la cause. Moi je dis toujours la cause, mais voilà. Donc quel coût, ça peut être cher. Ouais. Vous ne trouverez pas un boulanger qui fait des super gâteaux et qui les donne. Donc je pense que vous trouverez difficilement un avocat qui sache bien faire ça. Tout à l'heure, vous parliez de la fréquence des femmes qui ont été victimes, par exemple, de violences sexuelles dans l'enfance, qui le réalisent et qui veulent faire quelque chose lorsqu'elles deviennent mères. Dans ces faits-là, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Je prends celui-là, mais il y a plein d'autres cas où le temps passe avant qu'on décide de porter plainte. On va en parler brièvement parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas non plus trop en faire. Mais on entend tellement parler de ce délai de prescription quand on n'est pas dans le milieu, quand on entend parler. Qu'est-ce que c'est que le délai de prescription ? Le délai de prescription, c'est un délai qui est valable dans toutes les matières du droit, au bout duquel on ne peut plus déposer ou faire valoir un droit, déposer une plainte ou faire valoir un droit. Je vous en donne un qui est super facile à retenir parce qu'on le connaît tous, c'est le délai de prescription acquisitive trentenaire. Vous venez 30 ans dans ma maison, elle est à vous. Je pourrais plus dire mais non, c'est ma maison, non, c'est bon, c'est 30 ans sans que personne ne bouge, elle est à vous. En matière de poursuite judiciaire, il y a ce qu'on appelle la sécurité juridique qui veut qu'on ne puisse pas à l'infini, ou on appelle ça aussi la notion de pardon judiciaire, on ne puisse pas à l'infini poursuivre quelqu'un pour des faits qu'il a commis. Il y a des faits imprescriptibles, des crimes contre l'humanité, ce qui a été fait contre le peuple juif, Rwanda, etc., c'est imprescriptible, donc quel que soit le délai qui s'écoule, on pourra déposer plainte, mais il y a des faits pour lesquels on peut malheureusement pas déposer plainte au bout d'un certain délai. Ce délai, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'il en a été autrement, il était plus court avant, mais on va se concentrer sur celui d'aujourd'hui. En matière d'agression sexuelle, pour une personne majeure, elle peut déposer plainte pendant 6 ans. Ce qui est quand même, j'allais dire un sacré délai, mais en fait, dans les deux sens. Un sacrément court délai ou un sacrément long délai. Un délai sacrément long pour l'auteur qui attend sa prescription, parce que c'est ça, l'auteur, il se dit pourvu que personne ne me dénonce avant les 6 années. Pour trouver les ressources pour venir déposer plainte, 6 ans d'expérience, je sais que c'est rien du tout. Donc, pour une personne majeure qui veut déposer plainte, délai de prescription 6 ans. Pour une personne mineure qui veut déposer plainte pour des agressions sexuelles, c'est 10 ans à compter de sa majorité. Ça peut être, si la personne mineure a moins de 15 ans au moment où elle subit les faits, 20 ans. Vous voyez, quand je vous disais que c'était des trucs compliqués dans lesquels j'aime pas rentrer sans avoir un papier, un crayon et un code sous la main, c'est que voilà, dès que je donne un délai, il y a une exception. En matière de viol, le délai pour une personne victime majeure, c'est 20 ans. Elle peut déposer plainte pendant 20 ans après les faits. Pour une personne victime qui était mineure au moment des faits, c'est 30 ans. On commence à être sur des délais qui sont plus raisonnable que ça ne l'était avant. Avant, c'était 3 ans, 10 ans pour déposer une plainte. Donc, ça fait super court. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de... C'est mieux, quoi. Alors, il y a des gens qui militent pour ce que ce délai n'existe plus. Je ne suis pas trop pour, parce que déjà, de prouver les choses 10, 15 ans après, c'est hyper compliqué. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de dire à nos victimes, je dis nous parce qu'on peut se les approprier pour les serrer dans les bras un coup, ça leur fait que du bien, c'est ne regardez pas le délai, on s'en fout. Venez déposer plainte. On va le faire ensemble. Et si moi, je pense que ce sera prescrit, je leur dis pour éviter une déception naturellement, et qu'on ne les embarque pas en promettant des choses qu'on ne tiendra pas, mais qu'on dise c'est prescrit. Mais on va quand même déposer plainte parce qu'on va briser le silence. Je crois que c'est à ça que ça doit servir, ce travail de dépôt de plainte. Il doit servir à briser d'abord à briser la carapace de la victime qui est enfermée dans ce qu'elle a subi, pour que ça éclate et qu'elle dise non mais je n'ai pas honte. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je ne sais plus comment j'ai dit ça. Enfin, briser la honte, briser le silence et briser la culpabilité. Donc le fait de déposer plainte, c'est déjà qu'on en parle. Et ça, moi je le vois, vraiment, je le vois, ça change tout complètement. C'est souvent source de grande souffrance, mais une fois que c'est fait,
et je suis souvent avec le proche parent, le premier interlocuteur. Donc ça permet de briser le silence et ça permet de dire à l'auteur présumé, on sait qui t'es. Voilà, en fait, oui, moi c'est ça que j'aime bien. Non, j'aime pas parce que j'aimerais bien que ça n'existe pas tout ça, mais qu'on puisse dire à l'auteur présumé, c'est fini, la loi du silence, c'est fini, on n'a pas peur, et on va te le dire les yeux dans les yeux, et tu vas devoir répondre à quelqu'un des questions. Quitte à ce que l'autorité judiciaire dise, bon, bah, c'est prescrit, mais ce qu'il faut retenir, absolument, impérativement, ne surtout pas l'oublier, c'est que c'est peut-être prescrit pour la victime que vous êtes ou que vous connaissez ou vous accompagnez, mais peut-être pas pour la suivante. C'est pour ça qu'il faut déposer plainte quoi qu'il arrive, parce que je pense que les auteurs, s'il s'avère qu'ils aient vraiment commis les faits. Si les auteurs ont vraiment commis les faits, c'est rarement des faits uniques. Malheureusement, je le vois, quoi. C'est une tranche d'âge qui les intéresse souvent. Le violeur de femmes adultes se révèle rarement être un pédophile, et le pédophile se révèle rarement capable d'affronter, alors j'ouvre des gros guillemets, mais une vraie femme adulte, au sens où une femme qui assume sa sexualité, sa vie, qui est une individualité, et qui n'a pas peur de dire à un malotru, barrez-vous de ma vie. Ce gars-là, il va s'intéresser à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire à un enfant. Enfin, ce qu'il est. Encore une fois, je prends beaucoup de pincettes. Mais voilà, souvent, c'est des gars qui ont une sexualité tellement pauvre et misérable que c'est plus facile de l'imposer à un enfant que de la confronter à un adulte qu'on n'est pas soi-même. Donc, s'il s'intéresse à cette tranche... Moi, j'ai vu les dossiers où le gars s'est intéressé à des gamines de, on va dire, entre 4 et 7 ans. Et puis, quand elles ont passé l'âge de 7 ans, on est passé à la petite nièce suivante. Et puis, à la suivante. J'ai en mémoire un dossier où il y a 3 générations de gamines. Alors, pas génération au sens civil, hein, mais 3 tranches d'âge de gamines qui, dès qu'elles devenaient adolescentes, les intéressaient plus. Mais comme personne n'en parlait, comme personne n'a dénoncé, y compris celles pour lesquelles c'était peut-être prescrit, eh bien les suivantes passaient à la casserole. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là parce qu'il est tellement violent, je trouve, que ça résume bien. Donc il faut dénoncer les faits. Si c'est pas que pour soi, mais ça l'est toujours un peu naturellement, également pour les suivants ou les suivantes. C'est pour ça que tout d'un coup, la victime devient une guerrière aussi. Parce qu'elle a subi la violence des interrogatoires, enfin des auditions, on dit une audition. Parce qu'elle a subi la violence de la confrontation, mais parce que elle devient le bouclier de la génération d'après ou de la génération d'à côté. Et de dire à un gamin, tu n'es pas que victime, mais tu vas être protecteur. Eh bien, je pense, c'est marrant parce qu'on dit, enfin, je l'avais jamais exprimé comme ça, mais je pense que ça peut la construire ou la reconstruire différemment, cette personne. De dire, tu sais, tu vis dans la peur de ce qu'on t'a imposé, mais tu vas voir que tu peux devenir quelqu'un qui va protéger le petit. Vous savez, enfin, moi, je le dis à mes enfants quelquefois, quand ils sont un tout petit peu trop petits pour faire un truc, je dis, bon, je compte sur toi s'il y a des petits pour aller à l'école, le chemin de l'école, la première fois qu'on les lâche, en disant, bon, si tu vois un petit qui est tout seul, surtout, tu fais attention. Ça leur donne de l'importance, et quand on pense qu'on est important pour quelque chose ou pour quelqu'un, on est plus fort. Quand moi, je suis coureur de marathon, quand on me dit, ouais, mais tu vas y arriver, même si je suis persuadé que j'y arriverai pas, bah, je me dis, ouais, il y a quand même mon pote qui m'a dit que j'allais y arriver, donc je vais y arriver. Ces gamins-là, je suis convaincu que si on leur dit, tu seras le bouclier du suivant, on leur a donné un rôle et qu'ils vont pouvoir l'endosser et devenir réellement quelqu'un. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on fait semblant de ne pas avoir peur, au bout d'un moment, on n'a pas peur. Et bien, quand on fait semblant d'être le protecteur, au bout d'un moment, on devient le protecteur. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, ça donne aussi peut-être l'impression que tout ça n'est pas arrivé pour rien, entre guillemets, même si je mets des gros guillemets parce que c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver, mais que voilà, si on a une mission derrière et que ça permet à d'autres personnes de ne pas vivre ce qu'on a vécu en tant que victime, devenue guerrière, bah ça peut, voilà, sûr, ça donne une raison entre guillemets. Ça permet à l'enfant, alors je sais pas comment, j'ai du mal à expliquer, c'est pas très clair dans ma tête, mais je veux dire, l'enfant qui subit ça est projeté, mais à une vitesse atroce dans l'âge adulte. Un enfant ne sait pas ce que c'est qu'un sexe d'homme en érection, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Un enfant de 7 ans, c'est quelque chose d'inconcevable pour lui. Et même une gamine, je pense, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors même s'il y a des gens qui disent, mais à 13 ans, quand même, c'est des petites femmes et tout, mais non, à 13 ans, à 14 ans, c'est une gamine, et jusque 18 ans, et j'ai même envie de dire jusque 20 ans, enfin. Oui. Enfin, en tout cas, je nous le souhaite à tous, on croit à l'amour et à l'amour courtois, et même si un jour il doit être charnel, il doit d'abord être courtois. Bon. Donc si on a projeté ces enfants dans l'âge adulte en leur disant passons dans ce que le sexe peut avoir de douloureux, le fait de leur donner ce rôle de protecteur peut aussi les aider à devenir un adulte protecteur, et pas juste un adulte ex-enfant victime, mais de dire, voilà, bah, tu vois, on t'a forcé à devenir un adulte, mais je vais te donner un truc bien que peut faire un adulte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des trucs moches dans la vie d'adulte que tu es devenu de façon obligatoire, mais il y a aussi des trucs bien. Et ces trucs bien, ça peut être de protéger.
Et ça me fait penser, là, ce que je suis en train de dire, à une autre raison d'aller voir un avocat ou un psychologue, hein, mais enfin, je pense que ça, c'est le boulot de l'avocat, et qui me semble très important. C'est que moi, souvent, les gens me disent, c'est quoi votre boulot? Moi, je dis, je suis un coach. Quand on va être interrogé, quand je dis on, c'est facile, hein, moi, je ne suis pas interrogé du tout. Moi, j'assiste à tout ça, assis sur la chaise d'à côté. Quand l'enfant ou la jeune femme ou la femme adulte, peu importe, ou l'homme, va être interrogé par les services de police, c'est d'une violence qu'on n'imagine même pas. Et si on n'est pas préparé, ça peut vite tourner à la catastrophe. Je m'explique. Les questions qui sont posées dans ce type d'interrogatoire, c'est pas est-ce qu'il s'est passé quelque chose, c'est est-ce que tu as vu cet homme, partons du principe que l'auteur présumé est un homme, est-ce que tu l'as vu nu, est-ce qu'il était en érection, est-ce qu'il a éjaculé, est-ce qu'il a éjaculé dans ton sexe ou à l'extérieur. Et j'allais dire, j'ai déjà utilisé 4 expressions que tout le monde ne maîtrise pas. Érection, des gamins qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit, donc il faut s'en assurer. Donc, s'il faut s'assurer du fait que érection, ça veut dire zizi tout dur pour un gamin de 5 ans. Et il y a des gamins de 5 ans qui n'imaginent pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu ou jamais conceptualisé. Éjaculation, il faut savoir dire du pipi blanc qui sort du zizi, ou je sais pas, enfin, il y a 1000 expressions, il faut essayer de tâter un peu. Moi, je leur dis souvent, bon alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un petit garçon et une petite fille? Donc, c'est là où ils disent le zizi ou le kiki, ou enfin bref. Mais il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Mettre les mots sur les mots. Voilà. Et c'est peut-être encore plus difficile. Un gamin, il n'a pas de fausse pudeur parce qu'il n'a pas encore cette notion de c'est un peu gênant, tout ça. À 5 ans, à 7 ans, ils disent des choses comme elles sont. Une petite jeune fille de 7-8 ans, ça commence... J'essaye de me dire par rapport à l'âge de mes propres enfants, quand est-ce que intuitivement j'ai senti que la salle de bain était devenue un lieu privé. Bon, je pense qu'il doit l'être dès le début, mais en tout cas très vite. Quand est-ce que j'ai dit à mon épouse, notre fille a besoin de, je sais pas quoi, d'une serviette, est-ce que tu veux bien aller lui porter? Parce que j'ai senti que, pas pour moi, enfin c'est bon, c'est mes enfants, je les ai vus, mais parce que j'ai senti que la pudeur de l'enfant nécessitait que je sois attentif à ça. À ce moment-là, il va falloir s'assurer que la gamine ne va pas être gênée et va utiliser les bons mots et qu'elle ne va pas penser que c'est gênant. Parce que le flic, ça peut être un homme qui l'interroge, c'est souvent, enfin c'est à part égale, mais donc il faut lui dire attention, on n'est pas là pour être gêné. Les policiers mettent l'effort, mais ils le disent, mais n'empêche qu'une première fois de leur dire c'est important. Donc c'est important pour éviter l'écueil de la gêne qui empêchera de mettre les bons mots. C'est important parce que ça peut permettre de qualifier les faits pour lesquels on va déposer plainte. Vous vous souvenez, on a dit en début de notre entretien que pénétration ou pas pénétration. Ça paraît évident à un adulte qui a une notion de la sexualité, qui a été convenablement formé, éduqué. Enfin voilà, la notion de pénétration, on peut espérer que... C'est un espoir que quand on a des enfants, on voit de quoi il s'agit. Oui. On a dû le faire au moins une fois. Une gamine de 13, 16, 17, 18 ans, pas forcément, et de lui dire non mais attends, un garçon qui a mis son doigt, donc c'est une pénétration digitale, c'est une pénétration. Donc ça veut dire qu'on va déposer plainte pour viol. Et alors pourquoi c'est important? Pas parce que ça m'amuse de faire des distinguos juridiques, mais parce que vous vous souvenez, la prescription, 10 ans ou 30 ans, c'est pas tout à fait la même. Donc il faut absolument s'assurer de ce qu'a subi ou de ce que nous indique avoir subi la victime pour le qualifier convenablement et pour déposer la plainte qui va bien dans les délais qui vont bien. C'est ce qu'on disait de toute façon dans l'épisode donc, qui est sorti mardi, là je le dis avec anticipation, mais ce sera le cas quand celui-ci sortira. Qu'il ne faut pas hésiter avec les enfants à mettre les mots, vraiment, parce qu'en fait, finalement, il n'y a que nous, en tant que parents, que ça gêne, les mots. Mais si... je prends souvent l'exemple, parce que c'est vrai, parce que moi, je dis à ma fille qu'elle a une vulve. Et en fait, ça ne lui pose pas de problème. C'est si on lui dit qu'elle a une pépette, elle va dire qu'elle a une pépette. Et si on lui dit qu'elle a une vulve, elle dira qu'elle a une vulve. Mais c'est important parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait. Et on met des jolis mots. Mettre des jolis mots, c'est aussi servir. Et ça, je cite Laetitia, qui a témoigné, c'est servir le jeu des agresseurs aussi. Oui, tout à fait. Ah mais oui, d'ailleurs, l'agresseur souvent, puisque j'en côtoie évidemment en étant avocat, on est avocat partie civile, et on est également... Enfin, pour être un bon avocat de partie civile, il faut être un bon avocat, je ne sais pas si je suis un bon avocat, mais pour être avocat de partie civile, il faut être également avocat d'agresseur présumé, et vice-versa. Il faut pouvoir se mettre dans la tête de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, et éventuellement le dire à son client d'ailleurs. Quand il faut aider l'agresseur à faire un aveu, ça peut être de lui dire que non, elle n'a pas aimé ça. Mais tout ça pour dire qu'ils emploient des métaphores enfantines. Je l'aimais beaucoup, c'était ma petite amoureuse, et puis il y a un décalage énorme. C'est pour ça qu'il faut que l'adulte qui s'aperçoive de tout ça, il aille dénoncer les faits. Entre ce que pense, je crois, honnêtement, ça paraît difficile de dire ça à propos de ces faits-là, mais honnêtement l'agresseur, et ce que reçoit, ce que vit la victime. Je dis toujours que la différence entre moi et un pédophile, c'est que moi, quand ma fille de 7 ans sort de son bain, mon idée numéro 1, c'est elle va prendre froid.
Vraiment, je me dis, elle va prendre froid, elle va attraper la crève, et donc vite une serviette. L'agresseur, le pédophile, lui, il dit, elle fait exprès. Je suis convaincu, pour en avoir côtoyé plus qu'à mon tour, qu'il est persuadé qu'elle le provoque. Et donc, tout cette... elle se montrait à moi nue. Il faut bien que l'enfant et l'auteur comprennent, non, elle ne se montrait pas. Elle est nue, et comme vous le dites, de mettre les vrais mots sur tout ça, c'est super important, et ça évitera les a priori, les à peu près, et que la plainte soit classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il a touché à ma pépette en jouant. Ça ne veut rien dire du tout juridiquement. Je pense que n'importe quel adulte qui s'occupe d'enfants, un jour, manie ce qu'on appelle une couche et donc touche au sexe ou aux fesses d'un enfant. Mais en soi, il n'y a rien de mal. Si par contre, on s'aperçoit qu'il y a eu intromission d'un doigt dans l'anus, là, c'est plus du tout la même chose. Et si on ne l'explique pas clairement, il y a un moment super désagréable. Quand je disais les 3 S... souffrance, c'est ça, c'est qu'il faut appeler un chat un chat. Est-ce qu'on a fait, selon vous, le tour, entre guillemets, de la question juridique des violences sexuelles, viols et... Il y a une chose qui me paraît importante de soulever, vous l'avez évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, c'est l'amnésie traumatique. C'est un grand sujet qui est en droit pénal français. Alors, j'ai participé à un mémoire il n'y a pas longtemps et je proposais comme titre à l'étudiante qui faisait ce mémoire, l'amnésie traumatique, le grand oublié du droit français. J'étais très fier de mon jeu de mots, mais ça cache une réalité qui ne prête pas au jeu de mots pourtant. Je ne suis pas savant, donc je ne suis pas maître de mots, donc on a lu avec ces étudiants, plein d'écrits médicaux. Donc en fait, l'amnésie traumatique, pour essayer de définir un peu le contour de la chose, c'est ce que ressentaient les soldats après le Vietnam. C'est à ce moment-là que c'est né. Enfin voilà, le blackout du choc, victime d'attentats, victime de guerre, victime d'agression sexuelle, qui décide que, je crois que c'est comme ça que moi je l'avais compris, la réalité est trop insupportable, donc on va l'oublier, c'est plus simple. C'est pas une décision, c'est le cerveau en fait. Oui. Parce que pour avoir lu c'est le cerveau qui, de beaucoup façon sur autonome, le sujet, dit, ouais, vous avez raison, tout à fait. C'est le cerveau qui se met en mode survie en fait, tout simplement, pour éviter d'affronter. Le même mécanisme qui fait qu'on tombe dans les pommes, c'est le cerveau qui fait clap. Sauf que ça ressort. Et on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a effleuré, j'emploie le mot à dessein. Le jour où une jeune fille qui a été victime, et dont le cerveau a dit non, tout ça n'est pas arrivé, trouve un petit amoureux. Je dis petit amoureux parce que c'est le côté fleur bleue que j'aime dans cette image, et que ce petit amoureux, comme on peut le souhaiter à ces jeunes gens, ou cette petite amoureuse, peu importe, met sa main sur la cuisse de cette gamine, avec des visées sensuelles, sexuelles à terme, pourquoi pas, il n'y a rien de mal à ça quand c'est voulu, consenti, souhaité, fait dans le respect, et que cette main qui est posée avec innocence et amour déclenche que tout d'un coup elle se dit nom de Dieu, c'est la même main avec des gros doigts poilus que celle de mon père quand j'avais 4 ans. Ça, je crois, je l'ai là encore pas vécu, mais il y en a tellement qui me l'ont raconté, ça leur explose dans la figure, dans le cœur, dans la tête, dans l'âme, et que tout ça revient en force, et que pour autant c'est pas gagné, c'est pas parce que ça va leur exploser la figure, ça va juste les coincer, le mec va se faire virer en 5 minutes sans avoir rien compris, voire même va être l'objet de dénonciations qui sont absolument pas adaptées parce qu'il a juste fait un truc qu'il pensait être bien. Et donc il faut absolument qu'on travaille cette idée, qu'elle prenne corps en droit français, qu'elle devienne une notion reconnue par le Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Donc c'est connu, les juges sont évidemment des gens open, et puis quand on a fait, je sais pas quoi, 5 ans, 10 ans comme juge d'instruction, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire carrément comme nous, tout est possible. Donc il faut penser à cette notion d'amnésie traumatique. Et alors, je ne peux pas empêcher de sauter évidemment le pas avec cette autre notion qui est le consentement. Pour moi, c'est vraiment des trucs qui sont liés. Les mêmes étudiants là, qui m'avaient sollicité pour l'amnésie traumatique m'ont sollicité ce matin en me disant tiens, on a un nouveau sujet, c'est la notion du consentement. Et j'ai essayé de résumer, parce que je veux toujours avoir l'air très malin. Pour eux, aujourd'hui, la question en droit pénal, c'est pas que le partenaire n'ait pas dit non, c'est qu'il dit oui. Et pour une gamine, allez, on va dire une gamine ou un gamin, peut-être même encore plus un gamin qui a un questionnement homosexuel. Parce que non seulement il a un questionnement sexuel, c'est déjà compliqué, on a tous connu nos premiers émois et inquiétudes. Si en plus on est contre ce que pense la société, que moins aujourd'hui, mais encore beaucoup, c'est qu'on est naturellement hétérosexuel, mais qu'en plus on a un questionnement sur quelle sexualité on a, de dire non, ça peut être effroyablement compliqué. Et donc quelquefois on ne dit pas non. Pour autant, on n'a pas dit oui.
Et je pense qu'il faut absolument éduquer nos enfants à solliciter et ressolliciter. Moi, je dis ça à mes enfants. Je dis demander 3 fois si on est bien sûr. Au bout de 3 fois, je pense qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de malentendu. Mais c'est pas parce que votre copine ou votre copain, il vous dit oui d'une petite voix. On a tous connu le gars ou la fille un peu lourde qui nous invite 4 fois à prendre un verre et on finit par dire oui, parce que voilà, de guerre lasse en espérant que ça va s'arrêter à ça. En matière de sexualité, on ne peut pas considérer qu'on va dire oui de guerre lasse et que ça s'arrêtera. Parce que ça ne s'arrêtera pas, ce sera, si on n'était pas d'accord, de pire en pire. Donc, je voudrais que le droit et que surtout les consciences évoluent vers une amnésie traumatique qui doit être un phénomène connu et reconnu et accompagné. Et donc c'est le problème de la prescription, parce que si on fait ce réveil de l'amnésie traumatique 31 ans après, c'est mort, sauf à dénoncer pour les autres. Donc c'est pas mort en fait, donc c'est à faire. Et deuxième chose, sur cette notion du consentement, c'est pas le tout d'avoir pas dit non, c'est qu'il faut impérativement que le partenaire ait dit oui. C'est compliqué à prouver, Oui, c'est compliqué. Et au-delà parce que moi, le consentement, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur dans l'éducation que je donne à ma fille et de manière générale. Alors, légalement, c'est peut-être pas reconnu, mais en tout cas, il faudrait aussi apprendre aux filles, aux femmes, aux hommes, à tout le monde, en fait, que même si on dit oui, on a le droit de changer d'avis. Ah oui, on peut être d'accord. Et que ça fait pas partie, parce que c'est le problème aussi, c'est que peut-être que la personne a dit oui, mais qu'après, elle a dit non. Et qu'est-ce qui compte alors dans ces cas-là ? Le premier oui ou le non qui vient après ? C'est toujours voilà. Mais c'est vrai que c'est une question qui devrait être. Non, puis on peut être. Je suis complètement d'accord. On peut être d'accord pour le premier baiser fougueux, on peut être d'accord pour arriver dans un nid, on peut être d'accord pour être déshabillé, on peut être d'accord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voudrais que mes enfants l'entendent, pour des caresses de nature sexuelle. Et au moment de l'acte ultime, dire j'ai peur, j'ai pas envie, ou ça me dégoûte, ou c'est plus le moment, ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui m'a éniette. C'est vrai qu'il faut leur dire ça, d'être à l'écoute. En fait, on a complètement dévié. C'est pas grave, j'aime ces sujets. Mais l'acte sexuel, c'est pas les 30 secondes que dure le moment où la pénétration, où l'acte de nature sexuelle se commet, ou se pratique, je sais pas comment il faut dire, se commet, c'est un petit peu. Ça dépend de quel côté on se place. Mais que c'est un tout dans la continuité et qu'on ne peut pas isoler. Ah mais oui, mais quand j'ai mis mon doigt, elle a pas dit non. Ouais, mais le quart d'heure qui suit a autant d'importance, voire plus. Peut-être que si on veut construire une relation dans le temps, peu importe que ce soit un temps court ou un temps long, mais construire une vraie relation, il faut qu'on la construise dans le temps de cette relation et pas juste au moment où l'autre a pu céder et finalement on veut plus céder, ou c'est donné, mais c'est une métaphore équestre, parce que je suis aussi cavalier et que j'adore ça, mais que souvent il y a des belles choses dans les chevaux. Il y a 2 façons de voir l'équitation. Soit on peut placer un cheval et le faire céder, c'est-à-dire incliner son cou de façon à ce que sa colonne vertébrale prenne une certaine position qui est confortable pour le cheval et le cavalier. Soit on peut demander au cheval de se donner. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais quand il s'est donné une fois, il se redonnera. Tandis que si on le fait céder, on ne sera jamais à l'abri qu'un jour il ne cède plus. Pas mal comme conclusion. Ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère que ça pourra donner des clés à des personnes qui se posaient la question, qui hésitaient à porter plainte éventuellement ou à en parler. Merci encore, Maître Péante de Pamphilie. Et voilà. Qu'elles viennent nous voir, qu'elles viennent me voir, moi ou n'importe lequel, ça n'engage à rien. Après, si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Mais au moins, elles sauront pourquoi elles veulent pas. Elles ont le droit de dire oui en premier. Exactement, oui, il y a un consentement. Chez nous, c'est un document signé qui doit faire l'objet de ce consentement. Ça s'appelle une convention d'honoraires qui précise à quoi on s'engage. En matière sexuelle, on voit, ça commence à arriver les applications. Alors c'est pas glamour, mais de penser qu'on a, alors je dis ça parce que je suis un homme, mais de penser qu'on a aimé une femme et de s'apercevoir qu'en fait c'est pas ça qu'elle voulait, c'est pas glamour non plus. Donc je préfère une application pas glamour qu'un malentendu criminel. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.
Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.